re-souhaite la bienvenue. Bonsoir à tous. Et je vous propose que nous puissions, sans plus tarder, commencer cette petite heure et quart que nous allons passer ensemble. Et je dirais, pour commencer, j'avais souhaité vous partager une petite réflexion. Si l'an passé, on avait demandé à l'intelligence artificielle de nous partager des réflexions sur la rénovation énergétique, finalement, on a fait un petit bond dans le passé, peut-être, une phrase que j'avais le souhait de vous mettre en avant. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et bien cette phrase qui paraît tellement actuelle, elle remonte à 1987 et c'était effectivement la définition du développement durable dans ce rapport Brundtland, notre avenir à tous aux Nations Unies. Ça remonte à il y a longtemps. Qu'est-ce que nous avons fait depuis ? Quand allons-nous passer au changement et comment ? Eh bien effectivement, Franck Lognuelec, qui est le directeur du marketing, du développement et de l'innovation stratégique du 3CABTP, avec qui je collabore. Bonsoir. Bonsoir Franck. Comment allons-nous avancer sur ce changement ? Alors ce changement est crucial et donc comme l'évoquait Olivier, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie. Donc, qui va nous parler de son périple et de ses travaux. Donc, nous avons le plaisir d'aborder ce sujet de la rénovation énergétique, de la décarbonation. Les deux sujets sont bien évidemment étroitement liés. C'est un enjeu majeur. On ne peut plus parler de rénovation énergétique sans parler de décarbonation. Et donc, c'est un moyen pour nous de nous inscrire dans cette stratégie nationale bas carbone et d'être dans cette nouvelle ère de l'adaptation, puisque comme nous l'avons entendu au Forum Bâtiment et Climat, l'ère n'est plus à l'évitement, mais à l'adaptation avec une trajectoire à plus 4 degrés. C'est effectivement très clairement dit, Franck. Alors, pour pouvoir avancer sur ce chemin, nous avons une conférence qui se déroulera en 3 séquences. On vous les affiche à l'écran. Une première séquence où nous ferons un tour du monde de la décarbonation. Physique d'ailleurs. Et effectivement, on va en parler. Dans une seconde séquence, on parlera de compétences. Et vous le verrez, les choses sont réellement engagées avec les différents acteurs qui viendront nous en parler pour pouvoir aller vers ce changement. Et puis enfin, et parce qu'il est important de pouvoir aller un peu plus loin, d'aller un cran plus loin, on prendra une 3e séquence qui nous permettra de voir peut-être, de parler de ce mot dont on parle beaucoup en ce moment. J'ai trahi déjà un secret, la RSE. On en reparlera tout à l'heure. Mais avant tout, notre première séquence, ce tour du monde de la décarbonation. Je vais quitter le pupitre pour cette séquence. Je vais aller aux côtés de Stéphanie. Je prends notre micro. Et je pense qu'on sera effectivement dans un moment un peu plus convivial. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Olivier. Donc, tu es Bonsoir directrice. Franck. Bonsoir à tous. Tu es directrice adjointe du master spécialisé immobilier et bâtiment durable à l'École nationale des ponts et chaussées. Exactement, depuis peu. Et en fait, je suis ravie d'être avec vous ce soir, donc merci beaucoup pour l'invitation déjà. C'est un plaisir. Et, alors, écoute, on a surtout voulu t'accueillir parce que tu as vécu une expérience très particulière. Au travers de plusieurs pays, on va le voir, donc vous allez voir, il y en a quelques-uns. Je pense clairement que tu pouvais nous permettre de commencer cette table ronde pour pouvoir, au travers de cette aventure, avoir des marqueurs clés, des marqueurs évidents de ce qui se passe partout autour de nous. Parce que Franck, qui était avec nous il y a quelques instants, dit souvent qu'on n'est jamais aussi fort qu'à plusieurs. Et je crois concrètement qu'il est important de faire parfois un pas de côté pour pouvoir savoir ce qui se passe. Alors, parle-nous de ces quelques pays que tu as visités. On le voit derrière nous, là-haut. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, oui. Déjà, en fait, je suis partie d'un postulat et la réflexion est née du projet où, effectivement, aujourd'hui, je suis convaincue, et le Global Forum l'a très bien dit en mars dernier, qu'on ne peut plus choisir ce qui va nous arriver, mais on peut choisir comment réagir. Aujourd'hui, le challenge qui est face à nous, il est bien connu. La problématique, elle est plutôt d'ordre technique ni technologique. Aujourd'hui, on est à l'ère où il faut accélérer et massifier la transformation. Et je me suis dit, quoi de mieux que de prendre un peu un temps de moment, un moment pour moi et un temps de respiration pour voir ce qui se passe aussi à l'étranger et de regarder finalement quelles sont les bonnes pratiques et est-ce qu'on peut capitaliser sur des bonnes pratiques à l'étranger. Donc le début du projet est né dans le cadre de ma réflexion de ma thèse professionnelle à l'École des Ponts, Master IBD, Immobilier et Bâtiment Durable, que j'ai eu l'occasion de faire avant d'intégrer l'équipe. Et le projet est né comme ça. Alors effectivement, on le voit, il y en a quand même pas mal. C'est 18 pays visités.
Alors effectivement, en fait c'était 15 mois de voyage, 18 pays visités, 12 étudiés. Donc le scope de mon analyse reprend sur 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, de 12 pays, 4 pays par continent. J'ai rencontré 80 experts étrangers à l'international, profils variés, de l'architecte à l'ingénieur, au bureau d'études, aux politiques et aux organisations internationales. Et j'ai étudié à peu près 40 initiatives qui traitent du sujet. Le scope d'analyse, il est à plusieurs dimensions pour une compréhension globale. À la fois une analyse très stratégique à l'échelle, on va dire, nationale du pays, comme la stratégie nationale bas carbone. Est-ce que concrètement les pays ont une stratégie nationale bas carbone et quels sont les objectifs? À l'échelle de la collectivité, de la ville et du projet finalement. Puis à l'échelle du bâtiment et bien évidemment à l'échelle de l'individu, où on voit et on le verra, la formation est clé dans cette transformation. C'est intéressant, là, quand tu parles effectivement d'échelle, on parle effectivement de l'individu, on parle du lieu, du pays. On a souvent des difficultés à situer la France dans cet échiquier. On pense qu'on est parfois en avance, parfois en retard. Puis on a parfois l'impression que certains pays, alors je pense effectivement à tort, parfois à l'Afrique qui est en retard ou l'Asie qui est en avance. Toi, tu les as vus, ces pays. Concrètement, tu y es allé. Est-ce qu'on peut débunker certains préjugés? Alors des préjugés, je ne sais pas, mais on peut en discuter. Tout au moins, je peux partager ma vision. Ce que j'ai vu, c'est que clairement, la France, mais plus particulièrement l'Europe, est assez leader et assez moteur dans cette transformation, avec une réglementation assez poussée, avec la taxonomie, avec la réglementation, avec tous les outils qui vont en bas. On voit bien que tout ce qui va être chez nous, les DPE, les PCS, c'est assez poussé et ça sert de modèle. Ça va être les fichiniès comme l'Environmental Product Declaration. Tout ça, ce sont des outils qui sont initiés par l'Europe, mais dont lequel un grand nombre de pays s'inspirent. Et après, je dirais qu'en fonction des thématiques, ça varie. Les Pays-Bas, par exemple, ils sont très très forts. J'ai trouvé qu'ils étaient assez avancés sur le réemploi, l'économie circulaire, tout ce qui va être la démontabilité. L'Italie, plutôt sur la résilience, mais ça se comprend puisque c'est un des pays d'Europe les plus touchés par justement ce besoin d'adaptation au changement climatique. La sobriété ? Et la sobriété, effectivement. Alors la sobriété... Okay, on a du débat sur la sobriété. Il y a un gros débat sur la sobriété, oui. Je pense qu'il y a des gros sujets et des gros efforts à monter sur l'ensemble des pays. Et on parle tu parlais de l'Afrique tout à l'heure, tu disais qu'ils étaient en retard. Ils sont plutôt en avance sur la partie sobriété. Si on regarde l'empreinte carbone à date, aujourd'hui, certes, il y a un besoin, il y a une urbanisation galopante, il y a un besoin d'accompagnement et de développement de ces villes nouvelles. Pour autant, si on regarde et on compare l'empreinte carbone en Afrique, on est à moins d'1 tonne de CO2 par habitant, alors qu'on est... Donc ils sont bien au deçà même des dessous fixés des 2 tonnes de l'accord de Paris. Et effectivement, tu m'as aussi parlé de sobriété foncière, notamment au Japon ou en Corée. C'est pas tout à fait pareil si on prend cet élément-là ? Alors, effectivement, le sujet est un peu différent aussi en Asie et en Corée et au Japon, où forcément ils sont contraints par la taille du pays à avoir une réflexion assez poussée justement sur la densification et la sobriété. Mais on est sur une logique qui n'est pas forcément pareille. Par exemple, en Corée ou au Japon, on est sur des durées de vie de bâtiments qui sont à 25-27 ans. Donc du coup, on n'est pas du tout sur le même objet, on n'est pas sur une logique d'investissement. Le bien immobilier est quand même perçu comme un bien consommable, un bien mobilier. Et donc les travaux de rénovation, si on en revient au sujet de la rénovation, aujourd'hui c'est très compliqué puisque l'amortissement des travaux de rénovation est d'ores et déjà beaucoup plus complexe. Si on parle de la sobriété et l'empreinte, on voit que la réglementation thermique, justement une réglementation très libérale au Japon et en Corée, exactement, je pense que c'est après, du coup, la réglementation thermique en Corée et au Japon est arrivée très tardivement, pour autant, ils consomment beaucoup moins, si on regarde la consommation moyenne d'un Japonais, est 2 fois moins importante que la consommation moyenne d'un Américain. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas dans cette logique de consommation où on va chauffer un logement, mais on va chauffer un individu. Donc c'est un changement de paradigme total. Ils ne chauffent pas une pièce, ils ne chauffent pas une maison, ils chauffent un individu. C'est intéressant que tu parles de chauffer une pièce, une maison. On parle 2 secondes, très rapidement, de rénovation énergétique. Je crois que tu as fait dans des voyages un arrêt dans un pays
qui était pas mal au niveau de rénovation énergétique. C'est ça ou enfin, en tout ou- cas, il y a débat ou aussi. tout au moins, il y a une approche qui est intéressante et on pourrait voir et on pourrait faire des comparaisons avec ce qui se passe actuellement en France. Alors, on va prendre l'exemple de Singapour. Je pense que c'est là où tu veux m'emmener. C'est possible. C'est possible. À Singapour, en fait, il y a une logique de quasiment de logement unique. C'est-à-dire que le gouvernement fournit 80% des logements. 80% des logements à Singapour sont fournis par ce qu'ils appellent le Housing Development Board, qui est l'équivalent des offices HLM chez nous. Et finalement, les Singapouriens sont propriétaires, 9 Singapouriens sur 10, et vivent 8 Singapouriens sur 10 dans ces logements-là. Donc ils ont déjà on va dire ce modèle assez unique, et c'est un modèle où finalement il y a une dissociation du foncier de l'habitat. Donc en fait, l'office HLM, l'équivalent chez nous, reste propriétaire du foncier et il y a un droit d'occupation de 99 ans pour les locataires. Si on regarde ça, ça fait un peu écho, j'en suis sûre, avec un modèle que tu connais très bien, qui est aussi développé en France, qui est le modèle du BRS, le bail réel solidaire en France, qui a émergé chez nous, c'est très récent, je crois que c'est 2014-2012, je n'ai pas la date en date exacte. Pour autant, c'est exactement le même modèle. Et quand on regarde aujourd'hui où ils en sont à Singapour de la rénovation, ils partent du principe que 50% de leurs bâtiments ont été verdis et donc rénovés. Et donc, je me dis qu'un outil comme ça, le BRS, qui aujourd'hui, on regarde comment il est utilisé, seulement 3% des opérations, alors on parle de 330, je crois, opérations livrées sur un format BRS. Donc on reste sur une toute petite échelle et seulement 3% en réhabilitation. Mais je me dis que c'est un modèle très très proche du modèle singapourien et ça pourrait très bien nous inspirer comme un nouvel axe de développement, pourquoi pas chez nous. Alors effectivement, sur le temps que l'on a, je me disais, alors je vais peut-être même passer, si tu me l'autorises, à la suivante, parce que je me disais que tu avais vu des solutions que tu avais pu observer aussi, qui pourraient être adaptées et réutilisées sur notre propre secteur. Et sans doute une qui fait, à mon sens, qui s'appelle, je ne veux pas trahir le mot, c'est Xtax. Xtax, exactement. Tu peux nous en parler parce que peut-être qu'effectivement c'est un modèle qui est symptomatique. C'est une initiative qui est en attente de déploiement. Hein. Concrètement, en gros, c'est le principe est assez simple. Si on prend un peu de recul et on regarde le modèle fiscal actuel. Aujourd'hui, sur l'ensemble des recettes, c'est un modèle fiscal qui est basé sur une taxation de la valeur du travail. 51% des taxes viennent du travail. Le modèle qui est poussé par Xtax, donc c'est une initiative qui a été portée par l'OCDE, le FMI et OCDE, FMI et il m'en manque un, le troisième, c'est OCDE, FMI et la Commission européenne, tout simplement, où ils suggèrent de faire un shift fiscal, donc finalement faire un décalage de la fiscalité, non plus sur le travail, qui aujourd'hui, on le voit, on a des problèmes de disponibilité de ressources, mais sur les ressources. En fait, l'idée, c'est qu'on change notre modèle fiscal et non arrêter de taxer autant la valeur du travail pour taxer plus, effectivement, les consommables, les produits. Aujourd'hui, ce modèle-là, si on le voit, ce serait un modèle qui a été analysé. Il y a eu beaucoup de modèles qui ont été présentés et étudiés sur l'ensemble de la Commission européenne. C'est clairement quelque chose qui nous permettrait d'accélérer cette transition à l'échelle européenne, bien évidemment, et qui ferait la différence, à mon sens. Alors, moi, j'ai envie de te demander, pour conclure, parce que tu as fait un tour qui est relativement large, qu'est-ce qui va se passer maintenant après tous ces pays visités puis, c'est beaucoup de déplacements. Ouais, mon empreinte carbone, tu entends bien là. Ouais, je suis d'accord. Alors, l'empreinte carbone, effectivement, j'ai fait mon bilan carbone. J'ai pris les chiffres en tête, 40 trains, 40 bus. J'ai tout de même pris, malheureusement, parce que j'ai 6 avions en total. Sur 18 pays, c'est pas... C'est pas, mais c'est plus que ce qui pourrait être osé. Du coup, l'idée, c'est de compenser. J'ai fait une mission humanitaire pendant un mois où j'ai travaillé, où j'ai construit une école dans un camp de réfugiés au Malawi. Donc c'est une compensation, on va dire, positive. Et l'objectif, c'est, alors, tu me demandais la suite. La suite, c'est potentiellement cette thèse professionnelle, en faire une publication
et les droits d'auteur iront à une association pour compenser le reste de mon empreinte carbone. Et sinon, la suite, c'est d'aller au-delà, de continuer à partager mon expérience. Alors, c'est effectivement très très court, en 7 minutes, de résumer 300 pages de thèse professionnelle et 15 mois de voyage. Mais l'occasion, c'est de continuer effectivement à travailler sur ces enseignements, de partager ces enseignements et de travailler, de continuer à accompagner le master immobilier et bâtiment durable sur le sujet et de continuer à avancer et d'agir à mon échelle. Merci Stéphanie. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. À bientôt. Alors, pour la suite de notre conférence, la seconde séquence, je vais donc appeler nos différents participants à venir me rejoindre sur scène et je les présenterai. Merci donc à tous les quatre de nous rejoindre. Alors, je ne vous représente pas Franck Lenulec qui est à l'extrémité, mais je vous présente Rachel Shermain qui est la directrice de l'Alliance HQE-QBC France, Gérard Senior qui est le président de Calibat et Jean-Luc Buchouk, le délégué général du fonds de dotation Cercle Promodule INEF 4, avec qui nous allons pouvoir aborder cette seconde séquence parce qu'il va falloir parler de compétences. Parce que concrètement, quand on parle de décarbonation, quand on parle de rénover efficacement, de choisir les bonnes solutions énergétiques, on sent que, oui, le bon sens, c'est vrai que ça peut aider. Mais ce n'est pas forcément inné. Et donc, si ça l'était, on ne serait peut-être pas forcément là pour en parler aujourd'hui. Donc, il est clé et déterminant de faire bouger les lignes et donc, Franck, de faire évoluer ses compétences. Vous avez chacun un micro, donc techniquement... Merci Gérard. Donc oui, effectivement, le sujet des compétences est crucial. On voit bien qu'aujourd'hui, alors on va parler des compétences métiers, les compétences comportementales ou les compétences socio-professionnelles. Donc ces compétences aujourd'hui sont la clé de tout. Il est évident qu'il faut arriver, on le voit bien aujourd'hui au sein du BIM World et du jumeau numérique, la digitalisation des parcours, la digitalisation tout court des métiers est un élément important. Et donc on voit bien que quand on parle d'évolution des compétences, ça va être une appréhension de nouveaux gestes, l'intégration de l'industrialisation des process également, mais aussi et surtout l'appréhension du travail en collaboratif, en mode projet, avec l'intégration de l'ensemble du cycle de vie. Donc il est important aujourd'hui d'intégrer cette notion de décarbonation, avec cette notion de décarbonation, d'intégrer une évolution globale des compétences et a fortiori des métiers. Alors Franck, tout à l'heure, tu faisais référence au Forum mondial bâtiment et climat, où nous étions il y a quelques semaines, et je crois qu'après notamment cette introduction avec Stéphanie, nous parlait de ce qui était fait à l'étranger, il était intéressant de relever peut-être 3 points cruciaux. Oui, tout à fait. Alors, cette première édition du Forum mondial a relevé une dizaine. Donc, je vous invite à aller regarder la déclaration de Chaillot. Elle relève au moins 3 points. Donc, nous avons conscience qu'aujourd'hui, il faut une réglementation homogène, uniforme, quels que soient les pays. Et donc, c'est pour ça que près de 80 pays ont ratifié cette déclaration. Donc, une uniformisation des réglementations. Le deuxième point, c'est, je l'évoquais en substance tout à l'heure, c'est une valorisation des chaînes collaboratives. Donc là, on peut retrouver ce qui est mis en place par exemple par l'École des Ponts et d'autres partenaires avec le projet Passerelle qui vise à décloisonner les différents enjeux, les différents acteurs, que ce soit des acteurs métiers, des industriels, des écoles, des centres de formation tout horizon pour favoriser cette approche globale du chantier. Et puis enfin, renforcer les compétences et la capacité de formation. On a bien conscience aujourd'hui que la façon d'apprendre d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. On le voit bien aujourd'hui avec un bon nombre de jeunes qui apprennent différemment au travers de tutos, qui apprennent sur le chantier, qui apprennent différemment et qui n'apprennent plus derrière sur une chaise et derrière un bureau. Donc, faire évoluer les compétences. J'ai envie de poser la première question à Gérard. Et j'ai envie de vous demander, Gérard, est-ce qu'il est nécessaire justement de faire évoluer ses compétences par rapport à la force de la normalisation? Je sais que le mot est peut-être un peu fort. Oui, on confond souvent normalisation et réglementation. Bon, la normalisation, c'est des acteurs qui se mettent ensemble et puis qui décident, voilà, on a besoin de normaliser un certain nombre de biens, de produits et autres.
on a normalisé aussi les ACV, l'analyse de cycle de vie des produits. Ensuite, il y a autre chose qui est la réglementation, et ce qui est pesant. Et une grande partie de la normalisation, c'est la réglementation, en fait, normalisation qu'on a sur les installations électriques, par exemple, et autres. Donc c'est deux choses différentes, et la normalisation, on en a besoin. Si on n'avait pas de normalisation, on ferait des camions de papier pour décrire une poignée de porte. Donc il est important qu'on se mette d'accord sur voilà, ce que c'est qu'une poignée de porte, ce que c'est qu'une ACV de bâtiment et ce que c'est qu'une ACV d'un produit. Et à partir de là, on peut se mettre d'accord et pour faire des évaluations sur justement les impacts carbone, puisque tu parlais des impacts carbone, mais il n'y a pas que le carbone dans la vie, il y a bien d'autres choses, et même en impacts environnementaux. D'ailleurs, vous disiez que finalement, que les normes pourraient, dans une certaine mesure, ne pas forcément être une aide pour la décarbonation. Parce qu'évidemment, ce n'est pas que ça, c'est ce que vous disiez. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais... Il y a quelques jours, je vous garantis, il y a quelques jours. Mais entre-temps, il s'est passé voilà. Oui. C'est pas quelque chose qui est contre la décarbonation, La décarbonation, c'est intéressant du point de vue de l'atmosphère, c'est une chose, mais on a beaucoup d'autres impacts. Et il est important d'avoir une normalisation qui couvre l'ensemble des impacts qu'on peut avoir sur les épuisements de ressources, sur la pollution de l'eau, sur la pollution de l'air, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne chose d'élargir le champ, et c'est ce que fait l'Alliance HQE dans une approche plus générale, et notamment sur les certifications. On est multicritères. Alors que là, sur la réglementation, on est uniquement centré sur le carbone, et sur le carbone des produits, alors qu'on a plutôt une échelle à avoir à l'échelle du bâtiment, et c'est bien sur l'ensemble du bâtiment qu'on va s'intéresser sur l'impact même carbone, mais aussi plus généralement sur l'ensemble des impacts du bâtiment, sur les autres critères qu'on peut retrouver dans les fiches de données environnementales et sanitaires qui sont normalisées justement. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le guide que vous avez réalisé, où on trouve finalement des sujets autour de la réversibilité des bâtiments, cette prise de conscience, l'ACV du bâtiment dont vous parlez. Absolument. Ça, c'est aussi sur les sujets du réemploi et en général, il y a deux échelles. Il y a une échelle à l'échelle du bâtiment, et il faut concevoir des bâtiments qu'on puisse qu'on puisse adapter, qui puissent être réversibles quant à leur utilisation, et ensuite s'intéresser en deuxième temps sur la démontabilité de ces bâtiments. Et donc c'est un travail qui a été fait, un travail de recherche qui a été fait avec plusieurs acteurs, et qui est libre. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Il y a même un guide là-dessus, guide de conception justement de bâtiments démontables. Très bien. Alors justement, vous venez de citer HQE. Alors justement, Rachel Shermain, on vient de parler de normes. Où se situe justement HQE sur l'échiquier mondial, et je dirais même un peu au-delà? Quelle est la force justement de cette certification, que ce soit pour le professionnel, mais également pour l'usager? Je prends les deux. Je suis gourmand. Très bien. Je vais peut-être commencer par un petit mot d'introduction sur qui est l'Alliance HQE-GBC, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit familier avec notre association. Donc, nous sommes en effet une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1996, dont les missions sont axées autour à la fois de l'innovation, de l'expérimentation collective, du développement d'outils, de méthodologies. Tu parlais, Olivier, tout à l'heure de bon sens, mais voilà, il faut aussi pouvoir proposer des méthodologies pour travailler sur ces sujets. La diffusion de bonnes pratiques et la valorisation, puisque nous réunissons l'ensemble des professionnels du cadre de vie durable, donc construction et aménagement. Et la démarche HQE, comme le disait Gérard, repose sur une approche multicritère. C'est vraiment ce qui fait notre ADN et qui met l'humain au centre, en effet, de nos 4 engagements qui sont indissociables, qui sont la qualité de vie, le respect de l'environnement, le management responsable et la performance économique. Et donc, les outils qu'on propose sont mis à disposition de tous librement pour pouvoir acculturer justement à la HQE.
notamment des outils qui sont ouverts au plus grand nombre. Je crois qu'il y en a un en particulier dont on parlera, et on en reparlera d'ailleurs par la suite. On peut peut-être l'afficher, celui-ci? Oui, tout à fait. Donc, il s'agit de l'outil HQE pour tous, qui est un outil pédagogique à destination des professionnels, mais aussi des particuliers, je dirais un petit peu aguerris, expérimentés, qui acculturent autour de la haute qualité environnementale et qui proposent deux parcours, un parcours découverte et un parcours plus approfondi pour pouvoir mener un autodiagnostic de son projet de construction, de rénovation. Très bien. Alors, Franck, on vient de parler justement d'adaptation de la réglementation, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a aussi... Pardon. Non, c'est très bien. Tu peux mettre le mmicro proche, c'est très juste. Il y a aussi cet enjeu tripartite aujourd'hui entre l'usager, l'usager, le professionnel et puis les acteurs publics. On l'a bien vu au Forum mondial, donc il est évident qu'il faut associer les trois, embarquer l'option territoriale. Bon, ça, je sais que Jean-Luc, toi tu pourrais aborder le sujet, d'ailleurs je vais te passer le relais parce que c'est un élément important. Aujourd'hui, le professionnel a un rôle à jouer, l'usager, on sait que dans certains cas ça peut représenter 60% des émissions de CO2, et puis l'acteur public aujourd'hui engage des actions au niveau du territoire pour avoir une offre incitative. Oui. Ouais, alors, juste avant que tu passes la parole à Jean-Luc, quand même une question. Qui doit porter l'effort de cet engagement, Franck? Est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est l'usager? Parce que ça coûte quand même de faire une rénovation. Jean-Luc, je te passe le relais dans le sujet. Ce n'est pas prévu que je réponde à cette question. Ce n'était pas prévu, je te le confirme. Bon, en fait, je pense que pour aller dans le sens de ce qui vient d'être développé, et Franck parlait de tripartite, je pense qu'il faut rajouter un quatrième acteur dans la chaîne, et ça peut aider à comprendre peut-être la notion globale du financement de la rénovation. Pour nous, le quatrième acteur, ce sont aussi les fabricants de matériaux, de produits communément appelés industriels. Souvent, quand on pose ce mot industriel, on a toujours un peu peur parce qu'on associe industriel à pollueur, industriel à intérêt capitalistique, etc., etc. Je pense que dans la logique du bâtiment et de la rénovation énergétique, on est aussi contraint à une massification de cette rénovation. Et si on veut massifier, on est contraint d'industrialiser. Et ce qui est important, c'est que dans le secteur du bâtiment, on peut noter, là je reviens sur ce que Gérard a dit et sur ce que Rachel évoque aussi, c'est que les industriels du bâtiment, par rapport aux réglementations, sont nécessairement obligés de faire des efforts dans la production pour introduire l'économie circulaire, pour introduire le recyclage, pour introduire la limitation de l'impact sur les matières premières. Autrement dit, pour mettre de plus en plus au point des produits et équipements dont l'impact carbone et l'impact multicritère sur les autres ressources se limitent dans le temps. Donc c'est important de les intégrer. Et c'est aussi important de les intégrer parce qu'ils font des efforts de formation. C'est, comme on parle de compétences, je pense que c'est intéressant aussi de souligner ces efforts de formation. Là aussi, pareil, on pourrait avoir un petit a priori de dire les industriels font de la formation, c'est sur leurs produits pour vendre leurs produits. Ce n'est pas tout à fait exact. Ils font aussi de la formation parce qu'ils ont compris depuis longtemps que la compétence et la mise en œuvre qualitative de leur production permettait d'aller vers un bâtiment durable. Et on parlait d'analyse de cycle de vie, non pas d'un produit, mais d'un ensemble, c'est-à-dire ce que compose le bâtiment. Et ça, c'est vraiment important. Alors justement, en deux mots, lorsque l'on parle d'accompagner les acteurs de la formation, je crois qu'il y a quelque chose qui est mis en place, notamment, alors je aperçois un de nos prochains interlocuteurs qui sera sur la troisième séquence, Arnaud Guy-Fortin du BTP CFA Grand Est. Est-ce que tu peux nous parler de ce lab ? Donc le lab, si je reviens quelques instants, le Cercle Promodule, c'est une fondation, on est sous le régime de l'intérêt général et collectif. Donc ce que nous produisons, nous le mettons à la disposition de l'ensemble des acteurs à travers une plateforme où l'ensemble des ressources, on en a plus d'une centaine aujourd'hui, s'appelle le lab Cercle Promodule. Donc il se trouve sur Internet. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu le tester ou l'expérimenter dans le cadre de la formation initiale des apprentis du bâtiment, avec effectivement 34 équipes pédagogiques du BTP CFA Grand Est, et qui nous ont permis aussi de voir quelles ressources,
quels aspects de ces contenus étaient utilisés par les formateurs et par les apprentis pour pouvoir intégrer ces nouvelles notions qui sont importantes. On parle de décarbonation, on parle d'économie circulaire, on parle de rénovation énergétique. Donc l'étude, elle est disponible donc dans le lab, vous pouvez la trouver, et il y a différents éléments de cette étude qui montrent qu'effectivement, il y a un accompagnement sous un nouvel angle qui est attendu et qui est nécessaire. On a parlé de financement. Je crois, Franck, que tu te posais la question de la possibilité d'agir plus efficacement sur ce financement. Oui, alors il y a plusieurs solutions, comme il a été évoqué précédemment, notamment par Jean-Luc. Nous, aujourd'hui, au niveau du 3CABTP, nous mettons en œuvre une démarche que l'on appelle RénoBoost, qui est un programme pluriannuel qui vise à partir des besoins économiques, des besoins techniques des territoires et surtout des besoins en termes d'usage. Il est évident qu'aujourd'hui, pour arriver à anticiper les besoins en rénovation, il faut avoir une vision fine des logements à usage d'habitation, des bâtiments tertiaires et autres, avec le décret tertiaire par exemple. Et donc pour nous avons engagé ce programme pour arriver à définir région par région, territoire par territoire et bientôt par département, un maillage fin des ressources en termes de matériaux biosourcés, en termes de ressources économiques, donc ce qui va permettre de massifier, on parlait tout à l'heure de massifier, ce qui va permettre à un ménage de s'engager dans une rénovation globale et performante à 80 000 €, ou alors de fonctionner par geste, de prendre par geste et d'arriver à, étape par étape, à rénover durablement, donc en décarbonant son habitation, et puis de travailler également sur un élément qui est essentiel, c'est aussi d'avoir un impact sur l'évolution du territoire. On voit bien que, et ça a été évoqué, qu'il y a un lien fort entre les entreprises, les industriels et les acteurs du territoire qui ont aujourd'hui, eux, une obligation d'agir. Donc le financement, moi, de mon point de vue, doit être supporté par l'ensemble de ces acteurs, ces 4 acteurs, et pas simplement les acteurs publics qui doivent financer ou les acteurs privés, par les particuliers qui doivent aussi financer leur rénovation. Sur les acteurs du financement, en tout cas les parties prenantes du financement, Gérard, est-ce que vous auriez... Ça pour le coup, je vous l'accorde, c'était pas prévu. Effectivement. Mais je vous prends un peu au dépourvu, mais est-ce qu'effectivement vous auriez un retour ? Que 3CABTP, vous devez former quand même les gens sur les aides. Enfin, les entreprises, c'est une catastrophe quand même. Ça change tout le temps. C'est compliqué. Il y a un programme Oscar là, qui a été lancé avec 15 millions. Et puis, il faut refaire constamment. À chaque fois, on a des tableaux différents. Bon, s'il y a des gens qui représentent l'État aujourd'hui, c'est ne changez pas tout le temps les choses. Nos entreprises ont besoin de stabilité. Donc, on ne change pas les choses tout le temps. Voilà, et après, ils peuvent investir, ils peuvent former des gens, ils peuvent investir dans du matériel, et à ce moment-là, ils ont une visibilité sur du long terme, et c'est des entreprises. Mais si on change constamment la règle du jeu, c'est pas possible, quoi. Alors, justement, est-ce qu'on peut demander au CNCA, et là je me tourne vers Jean-Luc Guichou, d'agir et de porter cette parole à l'échelon international, et peut-être que ça redescendra au niveau local ? Alors, merci Olivier de nous donner la possibilité de parler de ce projet. C'est un projet sur lequel on a travaillé, donc, qui impliquait 12 métropoles européennes, dont 3 françaises, donc Bordeaux, Lille et Nantes. L'objectif de ce projet, c'était de travailler au contact de ces collectivités par rapport à la logique de la décarbonation des constructions, de l'aménagement du territoire et des quartiers. Et c'était très intéressant parce que l'objectif de ce projet, en écoutant les territoires, c'était de pouvoir produire un livre blanc de recommandations et d'axes stratégiques qui pouvaient faire défaut pour atteindre les objectifs, et notamment les fameux objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Et à travers ce projet, on a pu mettre le doigt sur un certain nombre de problèmes, et notamment, puisqu'on est là pour parler de compétences, un des axes stratégiques qu'on a mis en évidence, c'était la nécessité d'accompagner ce changement. On a pu noter qu'il y avait en effet des compréhensions diverses ou des incompréhensions entre les services même d'une collectivité pour ce qui était de la décarbonation. Donc face à ça, il est compliqué aussi pour les aménageurs,
pour les entreprises qui peuvent répondre à des appels à projets, de se positionner, de comprendre ce qui peut être fait. Donc là aussi, cette publication, elle est sur le lab de Promodule, vous pourrez la consulter. Il y a 25 recommandations sur 4 axes stratégiques pour aider effectivement les collectivités, les décideurs et l'aménagement du territoire à pouvoir décarboner effectivement la production de bâtiments. Alors je vais encore embêter Gérard parce qu'on va parler de réemploi. Pour accélérer justement cette décarbonation, Gérard, à quand des normes plus favorables, ou en tout cas des réglementations plus favorables pour le réemploi? Réglementation, c'est pas les normes. C'est pas la même chose. J'aime bien vous taquiner. Et le réemploi, d'abord, c'est à l'échelle du bâtiment. Il faut réemployer nos bâtiments. Mais il faut les concevoir pour qu'ils soient réemployables. D'une part, adaptables, qu'on puisse renverser l'usage, passer du bureau, d'un garage à du logement. Et il faut concevoir ça. Et c'est pas simple de concevoir ça. Parce que, pour le bâtiment neuf, je parle. Parce que c'est pas les mêmes réglementations entre le bureau et puis le logement. Et même au niveau des PLU, on n'est pas du tout dans les mêmes hauteurs de sous-plafond. Donc ça, c'est des choses à faire évoluer. Ensuite, le réemploi, c'est quelque chose qui doit s'analyser en faisant des analyses de cycle de vie de ces produits-là. Parfois, il est plus intéressant de donner ces matières qui sont des déchets plutôt à un industriel qui, tout à l'heure, on était avec Saint-Gobain, il nous a dit, quand je récupère mon vitrage, j'ai 7 tonnes de CO2 que je récupère quand je fais ça, et au moins, c'est quantifié. Tandis qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de déclamations sur le réemploi qui sont assez peu argumentées sur l'impact réel. Parfois, c'est plus impactant de réemployer quelque chose parce qu'il faut le déposer, il faut le nettoyer, il faut le conditionner, il faut le stocker, il faut le transporter. Et quand on fait une analyse de cycle de vie de tout ça, on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Donc il faut instrumenter ces mesures qui ne sont pas faites aujourd'hui. On n'a que sur les produits neufs. Ce qu'on peut dire par contre pour un industriel qui utilise des matériaux de déchets, lui, dans son ACV de son produit, il va pouvoir l'intégrer. Et à ce moment-là, il sait que, tout à l'heure, il disait, moi, j'économise tant de matière, je ne prélève pas de sable, j'utilise moins d'eau, etc. Et il le quantifie. Donc, il faut caractériser le réemploi, et plutôt que d'être uniquement dans la déclamation, parce que je réemploie, c'est bien. Mais justement, quand on parle de réemploi, vous parliez du bâtiment. Vous nous avez partagé 2 exemples. Je ne sais pas si vous pouvez les commenter. Oui, alors il y a des... Là, c'est des gazomètres là, qui se trouvent à Vienne, qui ont été réemployés. On voit très bien, là, un bâtiment qui est réutilisé sur autre chose que sa définition initiale. Et là, on a un impact qui peut être mesuré. Mais au moins, là, on a un bel exemple de ce que peut être la réutilisation des bâtiments. Alors, il y en a 2 autres. Ouais, donc, l'architecte, c'est Kobi Belbon. Oui, et là, on en a un autre, après, qui est... là, c'était des silos qui se trouvent au Cap. Donc, des silos béton. Et joli, qui ont été transformés en musée d'art contemporain d'Afrique. C'est à Cape Town. Et on voit donc, c'est Etherwick, Etherwick Studio qui a fait ça. Et on voit très bien. Et là, on a une économie circulaire du bâtiment, avec en plus des compétences très particulières des entreprises qui peuvent être auxquelles on peut faire appel. Justement, on voit, c'est des belles images en plus. C'est des beaux bâtiments, alors qu'initialement, c'était des silos béton. Mais vous dites justement qu'il faut apprendre à concevoir le bâtiment pour être assemblé et démonté. Oui, alors ça, on a fait une norme, qui est la norme 20887, une norme ISO, sur concevoir un bâtiment pour être démontable. Parce que dans les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, et même ceux qu'on rénove, bien dans 50 ans, il faut que la génération suivante, ils puissent séparer effectivement les différents produits. Et donc ça, j'ai dit tout à l'heure à la conférence, il y avait l'industriel qui était Saint-Gobain, il faut concevoir vos produits comme ça aussi.
qu'on puisse les désassembler, que ce soit simple de récupérer du plâtre sans avoir d'autres produits, qu'on puisse récupérer le métal, qu'on puisse démonter. Et puis un bâtiment, ça doit être démonté et non pas détruit, comme aujourd'hui on le fait sur à la boule, sur un certain nombre de bâtiments. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut savoir le documenter et le mesurer, ce point-là. C'est très important, c'est la documentation Alors, et la mesure. ensuite, si aujourd'hui on avait... quand on dit documenter, il faut savoir ce qu'on a dans notre bâtiment. Si aujourd'hui on avait eu la traçabilité de tout ce qu'on a mis dans les bâtiments qu'on a construits, notamment là où on a mis de l'amiante, on ne dépenserait pas les sommes folles qu'on a pour savoir où se trouve de l'amiante. Si on documente aujourd'hui, et le problème va être se poser de la capitalisation de cette donnée, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, sur quel support on va l'avoir. Je crains que le papier, ce soit le mieux. Mais peut-être que ce sera ça digital qu'on mette à jour. Mais il faut avoir une connaissance aujourd'hui de tout ce qu'il y a dans nos bâtiments, donc il faut le documenter, et ça, je dirais, le numérique nous le permet. Et ensuite, qu'on puisse plus tard dire, ah ben voilà, on avait tel matériau et on s'aperçoit 20 ans plus tard que c'est extrêmement toxique. On peut se poser des questions sur les nanomatériaux qu'on trouve dans un certain nombre de produits et qui peut-être un jour on dira ben non, c'est hyper dangereux. Donc, et par contre, on sera documenté là-dessus. Ensuite, que lorsque les acteurs vont arriver dans un bâtiment pour le transformer, l'adapter, etc., ben, on sait où se trouvent tous les éléments. Et qu'on puisse savoir aussi comment on les désassemble, comment on les démonte. Et il faut concevoir le bâtiment pour qu'il soit justement facilement adaptable et démontable dans tous ces éléments, et pas seulement dans sa structure. Il faudra sans doute des structures et des outils innovants. Jean-Luc, tu peux nous parler en une minute de MetaBuilding? Parce que c'est un projet qui est quand même... Alors, en effet, MetaBuilding, c'est un projet européen dont le coordinateur était Nobatec INEF4, et nous étions le partenaire pour la France de ce projet. Vous avez les chiffres qui sont cités ici sur le nombre d'entreprises qui ont été aidées au cours de ce projet. Le but de ce projet, donc je vous donne l'objectif parce qu'il était assez intéressant. Il s'agissait de faire travailler des entreprises qui étaient dans des secteurs différents, de les faire travailler ensemble sur un projet au service de la construction pour pouvoir atteindre des objectifs vertueux en termes d'énergie ou en termes de décarbonation. Donc ça permettait de croiser le numérique avec des solutions basées sur la nature ou de croiser l'économie circulaire avec la construction additive. Et l'idée c'était ça. Et les entreprises qui présentaient donc des projets, il y avait un jury européen qui validait ces projets et qui récompensait des entreprises par un financement qui venait de l'Europe pour les aider à mener à bien ou à franchir ou avancer dans les étapes. On a les chiffres qui sont cités ici derrière vous, je ne vous les relis pas, mais on a vu qu'un certain nombre d'entreprises françaises et de PME et de start-up françaises ont fortement contribué à ce projet MetaBuilding. Et on ne peut être heureux de constater que pour un certain nombre d'entre elles, en tout cas, elles ont réussi à franchir des étapes pour aller encore un peu plus loin et pour être capables de développer des projets à une autre échelle. Et en particulier, alors je pense à une de ces entreprises qui a été lauréate dans un projet l'année dernière de MetaBuilding et qui va travailler dans un autre projet avec le BTP CFA Grand Est. Sauf erreur de ma part. Encore eux. Encore eux. Ils sont très innovants aussi. Si on parle d'innovation, BTP CFA Grand Est. On va en parler avec Ils sont très innovants. Mais voilà, sur ce projet, c'était ça. Et alors surtout, si juste en 10 secondes pour conclure ce projet, pour nous, ce qui était important, c'était la force du travail collectif, collaboratif et transversal. Ce qui a beaucoup manqué dans le secteur du bâtiment pendant très longtemps. Et ce projet montre que le succès du bâtiment durable et du bâtiment de demain passe par cette coopération. La force du collectif. Alors justement, Rachel, j'ai envie que l'on t'entende un peu justement sur 2 projets concrets qui sont menés par l'Alliance HQE-QBC pour accélérer, massifier cette décarbonation. Il y en a 2. Entre autres. Entre autres, en plus de tout ce que vous faites. C'est ça, mais belle transition, merci. En effet, il y a un premier projet dont vous avez certainement entendu parler, qui est un très beau projet ambitieux d'innovation collective, qui est CAP 2030, que nous portons au sein d'un GIE, d'un groupement d'intérêt écologique, avec le collectif Effinergie et le collectif des quartiers et bâtiments durables, pour élaborer
tous ensemble un cadre commun de référence qui sera lisible, accessible, adaptable et qui viendra préfigurer là où les futures réglementations environnementales. En effet, la RE 2020 est surtout sur l'énergie et le carbone, et le projet de CAP 2030, c'est d'aller au-delà de ces thématiques puisqu'on travaille au total sur 9 thématiques. Donc voilà, c'est vraiment un très beau projet qui embarque plus de 1000 participants volontaires, d'où voilà, un véritable engouement. Alors, je sais ce que tu vas me dire, Olivier. Ce projet ne concerne pour l'instant que la construction neuve. Mais voilà, je voulais en parler quand même aujourd'hui parce que la rénovation, on espère que ce sera le prochain sujet de CAP 2030 parce que c'est une vraie demande des professionnels et on le souhaite également. Et un autre projet que nous avons développé au sein de l'Alliance HQE-GBC, qui est plus en lien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est le programme Net Zéro Carbone Rénovation, que nous avons développé en 2020 avec l'un de nos adhérents partenaires, AIA Environnement, avec le soutien de la fondation Redefco et nos partenaires européens du World Green Building Council. Et donc ce programme vise à identifier une méthode pour augmenter la performance des bâtiments existants sur l'ensemble de leur cycle de vie à partir de 7 cas représentatifs sur le territoire français, voire européen. Et donc la méthodologie repose sur la méthodologie que nous avions développée de l'ACV en rénovation. Et donc elle présente plusieurs singularités. Tout d'abord, elle met en avant la notion de temps de retour carbone et également elle permet d'identifier 5 leviers d'action pour une rénovation performante qui sont la tacticité, la technicité, la matérialité, l'externalité et la circularité. Voilà, et l'objectif de ce projet, c'est de le poursuivre à une échelle plus européenne puisqu'on est membre d'un réseau mondial, voire européen, le World GBC. Et donc, voilà, on va essayer de le porter avec certains de nos partenaires européens. C'est intéressant parce que justement, côté Cercle Promodule INF4, il y a aussi un projet qui est en cours dont tu peux nous dire quelques mots, pas en 10 secondes cette fois-ci, tu as un peu plus de temps, mais en 1 minute par exemple. Bien, je rebondis sur ce que dit Rachel. Alliance HQE le souhaitait, Promodule l'a fait. Voilà, c'est un travail collaboratif. C'est un beau slogan. En fait, oui, on vous annonce là, et connectez-vous au LinkedIn du Cercle Promodule, la sortie très prochaine, question de quelques jours, d'un outil qui s'appelle Réno Carbone. Et l'objectif, c'est effectivement un outil à saisie simplifiée. C'est notre expertise depuis de longues années à Promodule. On fait ce genre d'outils à saisie simplifiée, d'évaluation de l'état initial d'une maison, c'est lié aux maisons individuelles, et de l'impact carbone à l'instant T, de l'impact carbone des travaux et de l'économie carbone dans le temps par rapport aux objectifs, notamment stratégie nationale bas carbone. Donc la question est effectivement de permettre très massivement à l'ensemble des utilisateurs, que ce soit dans les filières de formation, dans le grand public ou des artisans, de montrer que les travaux de rénovation dits énergétiques ont aussi un impact positif sur la diminution de l'empreinte carbone du bâtiment. Et à travers cet outil, on abordera différents autres sujets d'acculturation, notamment sur les logiques de gestion des déchets, d'économie circulaire, parce que quand on fait des travaux, c'est important aussi de comprendre ce qu'il advient de ce qu'on enlève, par exemple. On en a parlé tout à l'heure avec des filières qui peuvent se constituer. On a aussi appuyé ces travaux, évidemment, sur tout le travail qu'a fait Alliance HQE à travers les fiches FDES et PEP sur notamment la façon dont les matériaux amenés avaient une empreinte carbone, mais comment l'effet positif de la rénovation permettait d'avoir des temps de retour carbone très courts. Et ça permettra aux particuliers de vérifier, aux apprentis ou aussi aux artisans, que finalement, en amenant des matériaux de rénovation qui ont un poids carbone, en quelques mois, pour certains cas, ce poids carbone est amorti. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire cette pédagogie-là, de pouvoir acculturer l'ensemble du grand public par de la saisie simple, par des résultats dynamiques qui montrent les différents impacts, les différents éléments. Donc
c'est une question de quelques jours. Il ressemble à ça, cet outil, et c'est son nom. Merci beaucoup. Justement, alors, Franck, j'ai un peu fait quelques calculs. 1,5 million un peu plus, de professionnels dans la filière. Dans les organismes de formation, accompagnés par le 3CA BTP, on parle de à peu près 1300 établissements. Ça représente 50 000 apprentis qui sortent chaque année, formés, qui rentrent concrètement. On n'y est pas pour 2050 si on doit former tous ceux qui vont arriver sur le... Comment on y sera en 2030 ? Il va falloir faire bouger les compétences dès à présent, avec les professionnels, non ? Il faut faire bouger ses compétences dès à présent. On évoquait tout à l'heure le projet RenoBoost. Là, nous avons un projet. Alors, nous échangeons quelques sourires avec Rachel parce que le projet Reno Carbone, il y a un autre projet similaire sur Alliance HQE-GBC qui est expérimenté. C'est des Carbone Plus, donc pour mesurer l'empreinte carbone. On va parler dans quelques instants, voilà. Absolument. Oui, il est important de ne pas miser simplement sur la formation initiale. On sait très bien, pour reprendre, on va dire, des chiffres clés, il y a 1 million d'apprentis sur l'ensemble du territoire, il y a à peu près 105 000 apprentis rien que dans les métiers du BTP. Tu disais environ 50 000 apprentis qui sortent par an, ça ne le fait pas. Pour être très clair, ça ne le fait pas. Il y a besoin de 200 000 équivalents temps plein, nouveaux équivalents temps plein, rien que pour la rénovation énergétique, sans parler de tout le reste. Donc il est évident qu'il faut utiliser j'allais dire le vivier, c'est très moche comme propos, mais il faut utiliser les forces vives actuelles, les forces vives qui sont dans les entreprises, pour les faire évoluer, les faire monter en compétences. Bon, sachant que l'âge moyen d'un chef d'entreprise ou même d'un salarié dans le BTP, c'est 45 ans, que pour former quelqu'un, un primo-entrant, c'est 4 ans. Donc voilà, ces chiffres-là pour dire que nous allons arriver à un pic attendu entre 2030 et 2035 de besoins en compétences. Il nous faut réagir très vite. Il nous faut réagir sur de la formation continue. Il nous faut réagir, Gérard le disait tout à l'heure, sur les mécanismes de financement, sur également l'accompagnement des ménages dans le service. Il ne vous a pas échappé que nous passons dans l'ère de la fonctionnalité. Donc il est important que la formation, comme tout autre service, s'adapte aux besoins, aux usages. Et par rapport à tout ce que l'on a évoqué, je n'ai pas d'action chez Amazon, mais pour moi aujourd'hui, l'enjeu, c'est que la formation soit dans cette logique du dernier kilomètre, de l'anticipation des besoins. Je pense qu'on a toutes et tous fait l'expérience avec Amazon ou n'importe la Fnac ou d'autres, peu importe, c'est qu'avant même que vous passiez à la commande est déjà prête, elle arrive chez vous le lendemain. Eh bien, en fait, il faut qu'on soit pareil au niveau de la formation, que l'on soit en capacité d'anticiper l'ensemble des besoins à venir à une échelle de 5 ans, dans le meilleur des cas, ou 10 ans, mais c'est un peu plus compliqué, pour que nous ayons véritablement une logique du dernier kilomètre, avec des dispositifs de formation qui répondent à 80-90% des besoins, de manière, ce tronc commun, avec les diplômes de l'État, et ensuite, région par région, d'avoir des formations qui s'adaptent. Rachel, justement, la formation continue, est-ce que pour toi c'est un véritable enjeu pour accélérer et massifier la décarbonation ? Oui, évidemment, la sensibilisation et la formation continue, ce sont des véritables enjeux. Et donc, au niveau de l'Alliance HQE-GBC, comme on le disait tout à l'heure, on propose par exemple l'outil HQE pour tous, et je vous invite à aller tester cet outil, de faire votre autodiagnostic. Comme je le disais également, toutes nos ressources sont libres d'accès sur notre site internet, donc n'hésitez pas également à les consulter. Et puis, nous avons élaboré en effet un outil à partir de la méthodologie NZC qui est Décarbone Plus Rénovation et qui fait l'objet d'un partenariat avec le 3CA BTP. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler un petit peu, Franck et Rachel ? Oui, mais donc c'est un outil qui vise en fait à acculturer les apprenants et leurs formateurs sur les enjeux de décarbonation des projets de rénovation. Donc c'est une appli, donc c'est un outil très, très pédagogique qui reprend ces notions de temps de retour carbone et qui permet aux apprenants de réfléchir
aux leviers d'action possibles pour réduire le temps de retour carbone d'un projet de rénovation. Est-ce que vous voulez rajouter l'un ou l'autre Juste que ça montre bien l'énergie qui est mise en œuvre pour arriver à répondre à ces besoins, que l'approche collective, collaborative est nécessaire, que nous n'avons pas une idée, mais des idées qui vont nous permettre de répondre aux enjeux de décarbonation. Ce serait presque une conclusion, Franck. Parce que justement, au terme de notre échange, et je vous remercie justement pour tous ces points, on a envie de vous poser la question finale, pour que chacun puisse y contribuer sur 1 minute. Je vais mettre le chrono. Comment concrètement, avec tout ce qu'on en a vu, on peut accompagner ce changement pour cette décarbonation, pour cette rénovation énergétique massifiée, performante? Moi, je peux dire, il y a quand même 2 choses qui sont d'actualité. C'est quand même, il y a une crise du logement. Il faut construire, il faut rénover. Et on a aujourd'hui un État qui n'encourage pas ça, c'est clair. Et il y a un besoin. Il y a un besoin de ces logements. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, nos logements, c'est pas seulement pour consommer des matériaux, pour émettre du CO2. Ils servent à quelque chose. Et il faut replacer aussi ce que nous faisons sur l'utilité sociale de ce que nous faisons. Alors effectivement, si on ne faisait rien, on n'aimait rien, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est utile ce qu'on fait. Alors qu'on le fasse correctement, c'est bien entendu. Et c'est l'objet d'un salon comme ça où on voit une profusion d'acteurs qui vont dans ce sens-là. Mais rappelons l'utilité sociale de ce que nous faisons. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, on verra dans quelques instants, et ne loupez pas cette 3e séquence avec Arnaud Gouilly-Fortin et Nathalie Rolling sur les petits gestes que l'on peut faire également dans les organismes de formation. On en parlera, mais c'est important de le noter. Rachel, ton mot de conclusion ? Je vais plagier Franck, je crois. Mais voilà, je pense que ce qui est important, c'est de travailler tous ensemble. Tous les acteurs de la chaîne de valeur ont leur importance et leur rôle à jouer. Nos associations également. Et voilà, je donnerai un verbe en conclusion qui me semble très important, c'est partager et collaborer. Merci beaucoup. Jean-Luc ? Je confirme ce qui a été déjà évoqué, donc je ne reviens pas là-dessus. Je rajoute juste simplement que dans l'assistance, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont les acteurs du bâtiment durable de demain. Et finalement, l'accompagnement de la montée en compétences nous donne une responsabilité dans le passage de ces compétences et de ces connaissances. Et j'encourage toute cette jeune génération à aller sur le fond des sujets pour éviter les effets de mode, les décisions basées sur plus de l'idéologie, de l'opinion que sur des réalités ou sur des faits, parce que c'est grâce à des faits que le bâtiment et les actions liées pourront être durables. Merci beaucoup. Et Franck, je te laisserai le mot de la fin de cette séquence, puisque vous avez bien compris, il y en a une prochaine qui s'en vient. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Est-ce que tu veux parler en un mot de sobriété de la formation ? Oui, alors cette formation doit être sobre. C'est vrai que c'est un sujet que l'on partage particulièrement avec Olivier et plus particulièrement sur... alors peut-être que vous connaissez tous Navi Raju qui prône une innovation plus frugale. Et aujourd'hui, en fait, l'innovation, la formation, lapsus, doit être plus que jamais frugale, centrée sur les territoires et être au service de ces enjeux-là. Et il n'y a pas qu'un seul mode de formation. Il y a plusieurs modalités, autant de modalités de formation que de personnalités et que de modes d'apprentissage. Il y a plusieurs formes d'intelligence, donc plusieurs formes d'apprentissage. Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. On va essayer d'aller plus loin ensemble, notamment avec nos prochains invités. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à tous les 4 pour cette 3e séquence. Allez. Je crois que c'est vous. Hein. Si vous vous reconnaissez, je pense que c'est à vous de venir. Merci à tous les deux de m'avoir rejoint. Je vais rester au pupitre, mais je suis presque avec vous, c'est tout pareil. On voulait terminer cette conférence sur un retour d'expérience. Et on est très content de pouvoir faire ce retour d'expérience. Alors,
Je vais commencer par toi, Nathalie Rolling, avec qui je travaille, qui est responsable RSE, innovation stratégique au 3CA BTP. Je l'ai dit tout à l'heure, le mot dont on parle beaucoup, la RSE. C'est un gros mot, c'est un beau mot, c'est un mot à la mode. Ça fait peur. Oui, la RSE, c'est vrai que c'est un mot à la mode. C'est la responsabilité sociale, j'aime bien ajouter le sociétal, l'environnemental pour les entreprises et les organismes. Il y a la RSE aussi, mais de manière générale, en fait, on fait de la RSE et de la RSO depuis des siècles. Et je crois qu'il faut vraiment se rendre compte qu'on va arrêter de parler RSE, on va parler de bonnes pratiques, on va parler aussi d'il y a quelques siècles où les entreprises, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles ramenaient les salariés, elles leur donnaient un logement pour être en proximité, elles leur donnaient de l'eau potable. C'est une responsabilité sociale et sociétale. Et je crois que quelque part, on est tous à même de le faire et on le fait tous. Et je crois que la base, c'est déjà d'identifier tout ce qu'on fait aujourd'hui et de le valoriser. C'est top ce que tu dis parce que justement, on va en parler avec Arnaud Gouilly-Fortin, qui est le directeur de la formation et de l'innovation de BTP CFA Grand Est. Je crois, Arnaud, qu'on a dû citer au moins 7 ou 8 fois BTP CFA Grand Est pendant toute la séquence précédente. C'est une véritable terre d'expérimentation et d'innovation, le BTP CFA Grand Est. Alors effectivement, on s'attache à faire en sorte d'interpeller par le biais de l'innovation nos collaborateurs d'une manière générale au bénéfice de nos clients que sont les apprenants, les entreprises et un certain nombre d'autres partenaires sur leurs pratiques individuelles au sens du collectif et du bénéfice que ça peut apporter à ce collectif. Et l'innovation, c'est vraiment un prisme d'entrée. Je vais rebondir sur les propos de Jean-Luc Buchou préalablement qui dit si on veut assumer une transition cohérente, il faut axer les choses sur le collectif, le collaboratif et le transverse. Et bien, l'innovation chez nous, elle s'applique de cette manière-là, afin d'interpeller le comportement individuel, de le valoriser, les bonnes pratiques notamment, les enjeux sont là, afin de le mettre au sens du commun. Alors, les bonnes pratiques, c'est pas forcément évident de se rendre compte qu'on les a déjà, ou qu'il faut parfois pas un énorme effort pour y aller. Comment on fait? Alors, je vais peut-être commencer par te poser la question, Nathalie. Il faut se mettre autour d'une table. Est-ce qu'il faut faire un autre mot un peu à la mode, un workshop pour pouvoir le faire? Alors, de toute façon, il faut se mettre autour d'une table. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire une démarche RSE sans prôner l'intelligence collective, les échanges, les bonnes pratiques. Il faut identifier. Alors, c'est vrai qu'on était sur des bonnes pratiques, mais il y a de plus en plus de réglementation parce qu'il y a des responsabilités au niveau mondial. Et puis, il faut tenir compte d'une réglementation de normes pour pouvoir donner un cap. C'est vrai que l'intelligence collective, c'est aussi de donner un sens, une trajectoire. C'est de travailler sur l'usage, sur l'usager, de vraiment comprendre l'environnement. Et c'est ça, en fait, qui pêche souvent. C'est de se dire, on construit, mais pour quel usage? Il faut se poser la question. Et c'est vrai que le 3CA BTP a pour ambition, alors déjà, de développer, parce qu'il faut à un moment donné être vertueux en interne pour pouvoir accompagner de manière structurée en externe. Et le 3CA BTP a pour ambition, en fait, de faire, lors du Batimat, donc du salon Batimat en fin septembre, de faire des grands ateliers, des workshops de conception créative avec toutes les parties prenantes, parce qu'il faut embarquer toutes les parties prenantes, bien évidemment, on ne peut rien faire seul, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les centres de formation, les apprenants, que ce soit les clients, de manière générale, pour qu'ensemble, on puisse travailler sur des projets. Et la thématique, ce sera le centre de formation, acteur clé de la RSE, en lien avec les territoires et les ressources locales. Parce que ça aussi, on n'apprend pas forcément en fait, il faut regarder son environnement d'abord et construire à la fois avec les ressources et avec les personnes et les hommes du territoire. Alors justement, quand on construit avec les hommes du territoire, j'ai envie de me retourner à nouveau vers Arnaud. Ça a été pas à pas. Vous avez construit tout ce travail au niveau du BTP CFA Grand Est autour de ce sujet. Il y a eu des étapes. Je crois qu'il y a eu Calliope pour commencer, ainsi de suite. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, on est quand même soumis dans nos quotidiens professionnels à un système normatif qui peut être assez rigide dans un certain nombre de cas. Un organisme de formation, aujourd'hui, par nature, et depuis la réforme de 2018 et la loi à venir, il doit être certifié Calliope. Alors, Calliope, c'est un invariant commun à l'ensemble des centres de formation, des organismes de formation par apprentissage notamment. Et puis, nous, derrière, on s'est dit, mais tout ça, c'est très bien, sauf que
nos pratiques ne sont pas forcément le reflet de ce qui est posé dans Calliope. On va plus loin sur un certain nombre de choses, donc on est allé sur un système qui est l'ISO, en se disant, ben là, pour le coup, on va figer, entre guillemets, notre plus-value organisationnelle, notre plus-value, entre guillemets, comportementale sur un certain nombre de sujets, et ça va nous permettre d'avancer et de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à une démarche un peu proactive et à l'apport, entre guillemets, individuel. Et puis, une fois qu'on a fait ça, dans le portage d'un certain nombre de projets, notamment avec le 3CA BTP, mais pas que, avec un certain nombre d'autres partenaires, on s'est dit, tiens, on va sur les problématiques d'économie circulaire, on va sur les problématiques d'innovation technique et ou technologique, sur les objets connectés, on va sur les matériaux biosourcés, géosourcés, et on commence à acculturer à la fois nos apprenants, nos entreprises et nos collaborateurs sur ces sujets-là. Et puis au final, on s'est dit, mais en fait, nous-mêmes, on a des comportements qui peuvent être vertueux. Et on a commencé à se poser la question, alors en comité restreint dans un premier temps, de cette démarche vers la labellisation RSE, en se disant, mais le label, c'est pas le label pour le label. On n'est pas dans la logique du greenwashing. C'est pas du marketing, c'est pas l'idée. En fait, le label, pour nous, c'est pas un Graal à aller décrocher. C'est plutôt la démarche vers la labellisation qui nous intéresse, en se disant, mais au final, est-ce qu'on n'a pas déjà des bonnes pratiques sur lesquelles on n'a pas pour l'instant mis les projecteurs, qui sont portés par nos collaborateurs ou pour les porter collectivement, simplement par notre modèle initial. Et au final, on s'est engagé dans cette logique-là, avec l'idée de communiquer sur le fait que nous y allions, mais sans impliquer les collaborateurs. Et du coup, on les interpelle, parce que le collaborateur s'est dit, tiens, c'est bizarre, on a une direction générale qui commence à aller dans un sens, et puis au final, on communique, mais finalement, on n'est pas associé directement. Et sur cette base-là, en fait, on les a amenés à aller chercher par eux-mêmes ce qu'était la notion de RSE, comment, entre guillemets, ça se gérait, comment ça se déclinait, quels en étaient les indicateurs. Et au final, nos collaborateurs se sont dit, mais finalement, ça, on le fait déjà. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que au final, on se rend compte que dans ces pratiques du quotidien, on a déjà des approches qui peuvent être vertueuses. Simplement, on le fait sans forcément le nommer, sans forcément le savoir, et on ne capitalise pas dessus d'une manière collective. Et donc ça permet finalement d'aller plus loin, d'engager plus facilement à la fois l'équipe, mais peut-être aussi les apprenants. Est-ce qu'ils vont être impliqués à un moment donné dans ces sujets ? Alors, l'apprenant, dans la démarche qu'on initie, telle que je viens de le dire, en fait, on vient de passer la phase 1. On a interpellé le collaborateur. Les collaborateurs commencent à revenir vers nous. Le second temps, la seconde phase du timing, ça va être effectivement, là, pour le coup, maintenant, de les impliquer. On les a interrogés, on les a interpellés, ça a commencé à susciter la convoitise. On a un certain nombre de remontées, donc maintenant, on va les impliquer. Par contre, l'idée, c'est effectivement de poursuivre et d'aller chercher à un moment donné le label, non pas pour la concrétisation et l'affichage, mais simplement pour le fait de se dire, voilà, on a un point d'étape qui est défini, on sait capitaliser sur un certain nombre de valeurs communes partagées, de bonnes pratiques, de comportements vertueux. Et derrière, c'est de se dire, mais au final, ces valeurs-là, est-ce que fondamentalement, elles ne sont pas partagées par l'apprenant ? Elles ne sont pas partagées par nos entreprises, nos clients d'une manière générale, voire même un certain nombre de nos partenaires, fournisseurs en premier lieu. On parlait des industriels par le biais de Jean-Luc tout à l'heure, c'est exactement ça. Et à un moment donné, de se dire, finalement, c'est ce partage de valeurs communes qui est intéressante. Et à un moment donné, on se retrouve autour de ces valeurs. Et c'est là où on va capitaliser. Wow. Des valeurs communes, alors quand on parle de RSE, la notion de valeur remonte assez naturellement à la surface, même si tu disais, Arnaud, lorsqu'on a préparé cet échange, que c'était presque une pièce mise sur l'avenir, en capitalisant justement sur ces bonnes pratiques. Moi, j'ai envie de te poser la question, Nathalie, comment on peut justement aller plus loin ? Comment on peut agir collectivement pour mener des projets et pour engager une démarche RSE ? Alors, il y a plusieurs manières de faire. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui déjà, c'est d'avoir un langage commun. Le langage commun, c'est aussi de se baser sur des normes. Alors nous, on est sur les ISO 26000 parce que plusieurs organismes de formation ont déjà une démarche vertueuse et sont déjà dans une réflexion. Pas forcément. Alors on a parlé beaucoup d'environnement, mais il y a aussi l'orientation salariale, les conditions de travail, il y a aussi les droits de l'homme, il y a aussi, il y a 6 grandes orientations. Il faut les détecter, mais il faut se les approprier, c'est-à-dire qu'il faut les traduire, il faut les comprendre. Il ne s'agit pas de sauver le monde, il s'agit de, en proximité, qu'est-ce qu'on peut faire et pas à pas, comment est-ce qu'on peut avancer. Et cette réglementation le permet. Et de quelle manière ? C'est en fait d'échanger sur une structuration, une démarche simple, d'embarquer tout le monde
que ce soit en interne et toutes les parties prenantes, pour que quelque part, le pas à pas puisse faire des petits, quelque part, et prêcher la bonne parole. Et vraiment, je dirais que la nouvelle génération et les apprenants ont de manière innée déjà, de par leur manière de communiquer, de s'instruire, de s'engager, ont déjà, sans avoir été formés, déjà cette notion. Et donc, il faut les accompagner, il faut trouver des solutions innovantes pour aller dans leur sens et les accompagner vers des choses vertueuses qu'ils ont envie de faire. Et que ces bonnes pratiques puissent ensuite être répliquées en entreprise. Il faut que les bonnes pratiques soient répliquées dans les entreprises, mais il faut aussi leur donner des outils pour développer ces bonnes pratiques, les compléter et de voir à court, moyen terme comment est-ce qu'on peut les valoriser. Et ce qui est important aussi, c'est de valoriser les personnes qui portent ces jeux. Il ne s'agit pas de valoriser une démarche, il s'agit de valoriser les personnes. C'est ça qui est important. Merci beaucoup Nathalie. Alors pour conclure justement Arnaud, ça va être quoi donc la trajectoire du BTP-CFA Grand Est sur ces champs-là, sur cet engagement? Alors, il y a un premier constat qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, à un moment donné, au-delà de l'information et de la primo-implication des équipes de direction notamment, et puis d'un certain nombre d'équipes administratives, on est malgré tout soumis, quoi qu'on en dise, à un référentiel de certification ou de labellisation, avec un certain nombre d'indicateurs, des critères, des éléments de mesure. Et nous, sur la base du premier travail qu'on a fait, on a donc opéré un diagnostic initial avec un cabinet extérieur sur la base de nos pratiques, celles qu'on a remontées de manière extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de travail préparatoire, on a remonté de manière brute nos premières pratiques et en fait, on s'est aperçu que dans la démarche vers laquelle on tendait, il y avait 3 niveaux qui étaient le bronze, l'argent et l'or. Évidemment, l'idée, c'est d'aller chercher à un moment donné le label or qui est le plus vertueux en tant que tel. On n'a pas pour ambition d'y aller immédiatement. On va se donner un certain nombre d'étapes. Pourquoi pas aller chercher l'argent dans un premier temps? Mais en réalité, ce primo-diagnostic a fait état, avec quelques actions correctives extrêmement limitées, du fait qu'on avait déjà emmagasiné un certain nombre de points qui nous permettaient d'être déjà considérés comme une entreprise engagée RSE. Ce qui veut dire que fondamentalement, nos valeurs et les pratiques partagées par nos collaborateurs sont déjà à un niveau relativement avancé de cette démarche. Et la prise en compte, effectivement, il n'y a pas que le côté environnemental, il y a le côté purement sociétal, humain, la partie RH, etc. Enfin, il y a un certain nombre de facteurs et d'indicateurs qui font qu'aujourd'hui, on est déjà à quelques points, entre guillemets, du bronze et qu'on est déjà dans une démarche d'appétence vers le plus. Et c'est ça la trajectoire. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'est juste la concrétisation de pratiques du quotidien, du terrain et de valeurs partagées. Il ne faut pas aller chercher le label comme étant effectivement le tampon de plus qu'on va mettre en bas d'un feuillet normalisé ou d'un bandeau de communication. Ce n'est pas l'idée. C'est un engagement concret sur le terrain. Merci beaucoup Arnaud pour ça et merci pour votre contribution à l'un et à l'autre sur cette dernière séquence. Nous arrivons au terme de notre troisième séquence. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot pour conclure ou pour ponctuer vos éléments avant de remercier moi, je prône beaucoup l'application par l'exemple. Donc, si vous avez des exemples, si vous avez des choses vertueuses à partager, vous êtes les bienvenus. Moi, je prône l'intelligence collective et même lors de Batimat, n'hésitez pas à venir travailler avec nous, construire avec nous. Il faut que ce soit intergénérationnel, interdisciplinaire pour qu'on arrive à construire quelque chose tous ensemble. Merci. Moi, je dirais juste qu'il faut démystifier, entre guillemets, quand on parle d'économie circulaire, de développement durable, de BIM, on est sur un salon qui est vraiment dévolu au BIM notamment, ou à la RSE. On a mené très tôt en Grand Est avec des entreprises des logiques d'acculturation et l'économie circulaire par le biais de nos apprenants, donc les plus jeunes. On a cristallisé, et vraiment on en a fait des ambassadeurs et une capillarité très très ascendante. Et ces jeunes, quand ils sont repartis en entreprise après avoir été formés chez nous, ce que les entreprises nous ont redescendu, c'est finalement, que ce soit un concept économie circulaire ou RSE, on en faisait sans le nommer, sans le savoir. Alors pas complètement, pas forcément sur l'ensemble des champs, mais on en faisait déjà. Et c'est vraiment dommage de ne pas avoir mis 2 mots dessus plus tôt et d'avoir capitalisé sur ces mots. Et donc je rebondis une fois de plus parce que cette logique sur les mots de Jean-Luc de tout à l'heure, elle est forcément collective, elle est forcément collaborative et elle est forcément transverse. Sinon, il n'y a pas de résultat. Merci beaucoup Arnaud. Eh bien, merci à vous
pour nous avoir accompagnés ce soir et merci pour votre présence. On est à votre disposition si vous souhaitez interagir avec nous et je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon after première journée du BIM World 2024. Merci à tous.